Jim Jarmusch est né en 1953 dans l'Ohio. Sa mère est critique de cinéma, mais c'est sur les conseils de sa grand-mère qu'il part étudier la littérature anglaise et la poésie en s'inscrivant à la Columbia University. C'est un fait important pour bien comprendre le cinéma de Jim Jarmusch, car il considérera toujours le cinéma non comme une forme narrative issue du roman, mais comme une forme de poésie. En 1973, il part en France grâce à une bourse d'études. Là, il découvre le cinéma japonais, européen et américain. Il rentre aux États-Unis et s'inscrit à l'université de New York en cinéma. Il y rencontre Nicholas Ray, qui le prend sous son aile. En 1980, Jarmusch réalise son premier long, Permanent Vacation, grâce à une bourse de $12 000. Présenté à l'arrache dans les boîtes de nuit new-yorkaises en début de soirée, le film va faire ensuite le tour des festivals où il acquiert une certaine notoriété. Jarmusch devient une des figures de l'underground new-yorkais. Il déclare faire des films sur New York comme Rivette sur Paris. Toutes les caractéristiques de son cinéma sont déjà là. Anti-héros au dandysme désabusé, ascétisme, apologie de la vacance et refus du travail, amoureux de la marginalité et d'un quotidien décalé, une réflexion sur le présent. Et l'emploi des travelling latéraux qui lui servent à explorer la ville et à montrer le monde horizontalement, tout comme Lumet. Et non dans un rapport vertical, d'ambition, de réussite, ce qui est important en pleine politique réganienne. Il devient ensuite l'assistant de Wim Wenders, qui, impressionné par Permanent Vacation, lui donne de la pellicule afin qu'il réalise un court-métrage. Ce qu'il fait. Et, grâce à une coproduction, il sera rallongé pour devenir son deuxième long, Strangers in Paradise. Ce film remporte plusieurs prix à travers le monde, dont la Caméra d'Or à Cannes en 1984. De là, Permanent Vacation est ensuite diffusé en Europe, ce qui l'assoit à la place de grand représentant du cinéma indépendant américain et ouvre les portes à tous les autres. Il réalise en 1986 Down by Law, sorte de film néo-noir, magnifiquement photographié par Robert Muller, le chef opérateur de Paris, Texas, et qui photographiera bientôt Barfly ou Breaking the Waves. Ayant un peu peur de se répéter, Jarmusch va développer ses réflexions sur le présent en explorant les narrations parallèles dans Mystery Train. Il traverse ensuite une période de doute et se réfugie dans le format court avec Night on Earth, une série de sketchs qui développe également des narrations simultanées, et les courts-métrages Coffee and Cigarettes, qui seront rassemblés en un long en 2003. L'idée de Deadman lui trotte dans la tête depuis quelque temps, mais il ne trouve pas l'argent ou la motivation suffisante pour porter à l'écran cette fresque. Car il va en falloir de l'énergie et du cran à Jarmusch pour réaliser un film qui s'oppose en tout point à Hollywood et qui raconte une contre-histoire de l'Amérique. Et pour raconter cette histoire, Jarmusch va choisir une lenteur excessive afin de créer un aspect hypnotique et envoûtant. Au lieu de se figer, de se calcifier, le film prendra des proportions d'éternité. Sorti en 1995, ce film c'est Deadman. C'est son premier film d'époque et sur lequel il bénéficie d'un budget considérable, d'un casting de stars. Neil Young signe une sublime musique qu'il improvisera durant 2 jours dans un entrepôt en se projetant le film seulement 3 fois, refusant de le voir avant la fin du montage. Bien qu'on y retrouve toutes ses thématiques habituelles, le road movie, l'idée d'être un étranger, Jarmusch va, avec ce film, prendre à contre-pied à la fois ses fans et ses détracteurs. It's a science fiction, Rastafarian, softcore western. Dès le début, l'immersion dans le film est totale, ou alors on est définitivement laissé de côté. On s'identifie à ce jeune comptable de Cleveland, mal à l'aise avec son environnement. Le spectateur est placé dans une position tout aussi inconfortable que celle de Bill Blake, interprété par un Johnny Depp au sommet de sa carrière. Une des données les plus importantes pour appréhender le film apparaît ici. Tout comme Blake qui ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive, le spectateur est invité à se laisser porter par le film. Si l'on n'est pas pris dans une compréhension, une réflexion, une anticipation du scénario, que reste-t-il au spectateur ? La sensation, l'émotion. Le film nous plonge dès son introduction dans une rêverie, une méditation, un état hypnagogique quasi inconscient. Le film suit le parcours initiatique d'un jeune homme qui va mettre 2 heures à admettre qu'il est bien mort. C'est une sorte de chant funèbre, un bardo todol cinématographique qui accompagne l'âme dans un autre monde. Après tout, le cinéma lui-même n'est qu'un médium psychopompe. Bill Blake traverse le purgatoire et se retrouve en enfer. Mais ce n'est pas sa place.
il va rencontrer un ange en la personne d'Exebeche, qui dans le film préfère qu'on l'appelle Nobody, personne. Personne, c'est aussi le nom que choisit Ulysse lorsque le cyclope Polyphème, celui qui parle beaucoup, lui demande qui il est. Nemo, répondra le roi d'Ithaque, afin que lorsqu'on l'on demande au cyclope qui t'a fait ça, il réponde personne. Dans Deadman, c'est donc personne qui accompagne William Blake dans l'autre monde. Il traîne même avec lui un second cheval que personne ne monte. Un alter invisible, un double, un autre lui-même. Dans différentes interviews, Jarmusch compare à plusieurs reprises Blake à une page blanche, c'est-à-dire à une surface sur laquelle on peut projeter et sur laquelle se réfléchira ce qu'on veut y voir. Un double de nous-mêmes. Et dans ce film, tout y est double. Comptable et poète, vivant et mort, américain et étranger. Nobody et Blackfoot et Cree. Le miroir où se rejoignent le ciel et la mer. L'autre effet corollaire de ce début de film radical est de mettre le spectateur dans le point de vue de Blake, passif, précaire, le plus instable du film, afin de créer un lien aux différents registres abordés par le film. Western, film noir, buddy movie, comédie, vaudeville, road movie, quête spirituelle, film muet. D'un point de vue narratif, le discours du chauffeur, assez décousu, complètement décalé, non dénué d'une certaine poésie et purement onirique, est un avant-goût quasi prophétique de ce que va vivre le héros. La phrase clé est « Why is it that the landscape is moving, but the boat is still » phrase dans laquelle il est aussi permis de voir une métaphore du cinéma et de son spectateur. Plus simplement, et selon le propre aveu du réalisateur, le film est bien plus un road movie, comme presque tous les films de Jarmusch, qu'un western. D'ailleurs, Jarmusch n'aime pas plus que ça ce genre, y voyant essentiellement les possibilités allégoriques, comme le dit Peckinpah. Le film s'inscrit dans la grande tradition du voyage initiatique de la littérature américaine, dans lequel deux personnes de cultures différentes que tout oppose vont sympathiser et fraterniser. Tous deux cherchent à fuir la civilisation, et la célébrité qui, comme nous le montre la scène de l'attente, mène à la ruine. Ce qui est une belle métaphore de l'indépendance que Jarmusch a toujours recherchée. Deadman décrit la substitution progressive d'un temps cyclique, celui de la poésie et de la sagesse amérindienne, au profit du temps linéaire de la conquête de l'Ouest et de la révolution industrielle. Pour la société capitaliste, il est hautement important et vital de ne plus voir le temps de façon cyclique, celui des révolutions planétaires, mais de façon linéaire et irréversible. Le film, au lieu de développer son suspense, s'étire et s'effiloche, l'histoire devenant de plus en plus distendue, neutralisant volontairement les effets. Chez Jarmusch, comme dans le cinéma japonais classique, chaque séquence a une résolution en soi et n'est pas déterminée par la suivante. Mais il y a bien longtemps que le cinéma de Jarmusch n'a plus de but, de destination. Il cherche plutôt une orientation. Ce qui n'est pas orienté, c'est l'Occident. L'Occident, c'est la lumière qui disparaît. Regarder l'Occident, c'est faire face à ceux qui meurent. Le film convoque ouvertement la poésie, qui plus est de William Blake, pour déstabiliser, désorganiser le monde industriel, froid et rationnel, pour contrecarrer l'idée du monde contemporain. L'art est la seule chose qui fait se mouvoir et s'émouvoir dans les films de Jarmusch. C'est le blues macumbien de Screaming Jay Hawkins dans Strangers in Paradise. C'est le comique européen qui fait s'activer le film noir burlesque américain sclérosé dans Down by Law. Dans Deadman, c'est encore plus radical. Si dans ses premiers films, Jarmusch avait d'abord tenu à filmer les à-côtés du cinéma mainstream, comme les errances et la solitude, les marginaux, dandy et anti-héros, c'est à une liquidation complète de l'héritage américain, film noir, western, burlesque, buddy movie, road movie, qu'il fait appel ici. Certes, avec amour et respect. Dans le film, il est question de sagesse et d'errance, d'art et de mort, de répétition et de révision. Il laisse chaque genre devenir un fantôme et nous incite à franchir le pont pour venir à leur rencontre. Hollywood a obstrué l'horizon, et à la fin de Deadman, l'horizon se dégage peu à peu. Jarmusch choisit la poésie de William Blake pour des raisons évidentes, au-delà du fait que les proverbes de l'enfer ressemblent à s'y méprendre à des mots de sagesse des natifs américains. La mort et la quête de transcendance et de spiritualité sont au cœur de la poésie de Blake.
l'innocence des uns et la méchanceté des autres. L'époque sombre dans laquelle l'industrialisation va faire entrer l'humanité sont autant de sujets qui préoccupent Blake au XIXe. Il critique avec véhémence et ironie le matérialisme et la religion, les opposant à des croyances et une philosophie personnelle. En dépit de son nihilisme affiché, le film capture les aspects positifs de la pensée de Blake grâce au personnage de Nobody. Le mal et la dégradation des principes moraux sont métaphysiques chez Blake et liés au monde industrialisé. À la différence de Burroughs, une des idoles de Jarmusch, qui pense le mal comme intemporel. Le film nous invite à plonger en nous-mêmes, comme le suggère la poésie de William Blake. Dans le film se rencontrent notre espace intérieur, mémoire et connaissance, et le monde et les paysages extérieurs. And then later that night you were lying, looking up at the ceiling, and the water in your head was not dissimilar from the landscape. Tout comme il l'a déjà fait dans Strangers in Paradise et comme il le fera ensuite dans The Limits of Control, Jarmusch étire le temps afin de créer un rythme qui ne sera pas assujetti au canon hollywoodien. Les fondus au noir qui ouvrent le film lui donnent une pulse particulière, hypnotique, une respiration presque organique, agençant les silences et les noirs. Comme en poésie. Comme en musique, où le silence fait aussi partie du langage des musiciens. William Burroughs disait que l'ennemi des sociétés de contrôle, c'est le temps long. Il faut savoir s'arrêter pour trouver le temps long. La seule façon de redonner sa saveur au présent, la seule chose qui nous reste, puisque le passé n'est plus et que le futur n'est pas encore là. Frederick Jackson Turner définit l'expérience de la frontière comme pierre angulaire de l'analyse de la culture états-unienne. Depuis la fin des années 50, chaque film qui revisite le western érafle un peu plus la mythologie américaine. Tous les éléments propres au western, le départ pour l'ouest, le paysage désertique, la course-poursuite, sont utilisés comme pour mieux être détournés, vidés de leur propre substance. Avec Deadman, incontestablement, c'est tout un imaginaire, l'ouest, les cow-boys, l'aventure, qui prend l'eau. Dans le même mouvement, le film résume et met en pièces le western. You William Blake? Yes, I am. Do you know my poetry? C'est toute l'Amérique, brutale et impulsive qu'observe Jim Jarmusch dans une fable sur l'effondrement. Why do you have this? Because this is America. La ville de Mushin est la représentation même des États-Unis. Une ville en expansion, symbole de l'industrialisation, rongée par le vice et la décadence. Le film est moins une façon de maltraiter le western qu'une critique brutale sur la culture américaine et sa violence. Il oscille entre un humour désespéré et un pragmatisme résigné. L'Indien va devenir, au gré d'un scénario assez ironique et bien documenté, le parangon de l'homme civilisé contre l'ensemble des hommes blancs, fortement associés à la bêtise, l'ignorance, la sauvagerie. Si les premiers colons jésuites arrivèrent sur le sol américain pour sauver les âmes des nobles sauvages, c'est ici le natif américain qui sauve l'âme du blanc. Vision of Christ that thou dost see is my vision's greatest enemy. Encore une fois une inversion des codes de la part de Jarmusch. Tout comme le fait que ce natif a lu la poésie anglaise alors qu'une bonne partie des blancs sont des illettrés. Le film nous dit que les hommes blancs sont le fléau de la réalité. Il sera encensé par les ligues de natifs américains, le considérant comme le premier western représentant de façon authentique leur culture. La citation de Michaud en exergue du film nous pose bel et bien d'emblée que ce n'est pas tant Bill Blake le personnage principal que le natif américain Nobody. On a vu New York, Cleveland et Miami à travers les yeux d'une Hongroise, la Floride à travers les yeux d'un Italien. Maintenant, Jarmusch nous montre l'Amérique à travers les yeux d'un colon, faisant de ce fait des colons des étrangers. Le film prend en compte le public des natifs américains et s'adresse à lui directement. Et pire, il dresse un des portraits anticapitalistes les plus farouches qu'on a vu dans le cinéma américain. Les deux sont liés. Jarmusch ne filme pas l'Ouest américain, mais un charnier issu de la conquête. Génocide, destruction de la nature, avancée du capitalisme et du christianisme. Et il le montre avec amertume. In
get diseases there. What do you mean? Smallpox, consumption. Blankets are infected. It spreads through the villages. Jarmusch refuse de conférer une quelconque grâce à la violence lorsqu'il la filme. Celle-ci est gauche et maladroite, absurde et vaine. En ça, il est un cinéaste moral, dans le sens le plus noble du terme. Avec toute cette charge, Dead Man, le 6e long métrage de Jarmusch, va donc marquer une sorte de divorce avec les États-Unis. « Vous ne voulez pas montrer celui-là, il est raté », dira Miramax à un diffuseur. Tout en restant fidèle à ses thématiques, il va proposer de nouveaux défis à ses spectateurs, autant dans le fond que dans la forme. Jim Jarmusch a réalisé 13 longs métrages, plus 2 documentaires, en 40 ans de carrière. S'il a été le symbole du cinéaste new-yorkais le plus cool à un moment, il a surtout été la coqueluche du cinéma indépendant américain dans les années 80 et du début des années 90. Mais ce paradigme a changé avec l'arrivée de gens comme Tarantino. Il faut s'arrêter une petite minute sur ces raisons. Jarmusch a refusé les coupes et les propositions pour un remontage faites par Harvey Weinstein, son contrat l'en préservant. Tarantino, quant à lui, a accepté la présence de Miramax dans sa salle de montage, ne disposant pas du final cut de ses films. Cette docilité a payé, puisque Miramax distribuera et diffusera largement les films de Tarantino et passant sous silence Dead Man. Avec l'aide de Sundance et de Miramax, le modèle populaire de cinéma américain indépendant est donc passé, au milieu des années 90, de la réelle liberté de Jarmusch à la servitude et la docilité de Tarantino. Ce qui semble en dire long sur nos libertés et notre rapport au pouvoir à l'aube du XXIe siècle.